En fait, je vais un peu discuter. Enfin, je laisse de côté ce sur quoi. Parce que enfin, je dis une chose. J'ai oublié de moi-même de faire une intervention dans cet ensemble. Parce que quand vous vous occupez d'organiser, franchement, bon. Mais voilà, là, j'ai l'occasion vraiment de dire quelques mots. D'abord, Bruno Carsanti, vous avez amené quelque chose. Enfin, je crois que j'ai bien fait de te proposer de venir. Et là où je crois, le développement que tu as fait a une très grande importance, est un développement qui touche un point d'histoire. Parce que quand on parle des États-nations, on parle de l'histoire, et je vais prendre justement ce qui s'est passé dans le monde musulman quand commencent à apparaître les théories islamistes. Ils apparaissent précisément avec l'émergence d'États nationaux post-coloniaux. Ils ont commencé un peu avant, d'une manière informelle, disparate un peu partout, avec, disons, l'entrée de Napoléon en Égypte. On peut prendre ça comme une date. Je raconte toujours une scène qui est intéressante. Napoléon, après avoir, au Caire, fait un massacre, et convoque les théologiens et leur dit bon, bah, écoutez, vous avez été une grande nation, une grande culture, et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez plus rien. Et le grand mufti du Caire lui dit on a le Coran. Et la réponse de Napoléon, mais est-ce que dans le Coran, il y a de quoi fabriquer les canons? Et tous répondent oui. Il y a tout dans le Coran. Ça, c'est la réponse fondamentaliste, islamiste, depuis donc l'entrée de Napoléon. Et elle a continué. Mais là où elle a commencé à prendre la forme que nous voyons aujourd'hui, c'est avec l'effondrement du dernier empire musulman, c'est-à-dire de l'Empire ottoman, et la naissance de l'État laïque turc. 1920. 1924 se crée la première organisation islamiste, les Frères musulmans, 4 ans après. Et cette organisation va donner le modèle de toutes les formations qui sont venues par la suite, qui peuvent être évidemment encore plus radicales, etc. Et à ce moment-là, le grand débat, c'est entre, d'un côté, ceux qui considèrent que l'arrivée des États nationaux, parce que cette arrivée des États nationaux s'est faite par un découpage qui est connu sous le plan de C.S. Picot, qui est un plan secret qui a fait apparaître des États-nations qui n'existaient pas. Plusieurs États-nations l'Irak, par exemple, ça n'existait pas. La Jordanie, ça n'existait pas. Le Liban, ça n'existait pas, etc., etc. Et donc, c'est cette naissance de des États-nations qui ouvre véritablement l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. L'ère des mouvements islamistes. Après, bon, évidemment, ils ont trouvé dans l'Afghanistan la première école de djihadisme, etc., qui était l'Afghanistan, c'est vraiment l'école, la vraie école de djihadisme, qui a diffusé son modèle après, puisque ce sont les islamistes, les fondamentalistes musulmans qui ont été armés par les États-Unis et qui sont, de leur point de vue, sortis vainqueurs de ça. Donc, ce qui se passe, en effet, il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur de l'islam avec l'émergence des États-nations, dont une partie de musulmans considère que c'est un bienfait que cet empire soit tombé et qu'on entre dans la modernité politique avec les États-nations. Donc, enfin, le monde musulman est divisé entre ceux qui considèrent que les États-nations, donc inspirés du modèle occidental, sont une catastrophe, et ceux qui considèrent, non, c'est vraiment l'entrée dans la modernité. Et quelle est, au fond, la vraie question, le vrai problème de ceux qui sont contre l'État-nation? C'est exactement les termes dans lesquels amenait le problème tout à l'heure Bruno Carsanti, c'est que
justement, l'État-nation détruit l'interdit. Détruit l'interdit au sens religieux, et l'interdit au sens religieux, c'est ce que nous appelons en psychanalyse le tabou. C'est ça. Et que donc les États-nations amènent des lois qui détruisent l'interdit, au sens du tabou. Et justement, c'est là que je veux dire, et là je fais un saut, ce que amène Freud, lui, ayant juif, ayant connu justement la grande transition des communautés juives qui étaient dans, entre elles, etc. Il a connu la sortie, la grande sortie. Il a compris ce qui se produisait avec le tabou. C'est-à-dire, en fait, on pourrait dire le refoulement du tabou. Le refoulement du tabou qui est le foyer même de la névrose pour la psychanalyse, pour Freud. Et quand aujourd'hui, une des distinctions majeures que moi je trouve lorsque je rencontre quelqu'un qui a subi, disons, ou qui est passé par les fourches codines de l'État-nation, c'est si la question du tabou est refoulée ou pas. Et quand nous avons quelqu'un, par exemple, pour qui, et c'est ce qui inquiète beaucoup les psychologues quand ils rencontrent, par exemple, des jeunes musulmans, qu'ils voient que le tabou est là. Souvenez-vous des rapports qui ont été faits sur l'école, etc. Qu'est-ce qui fait que les jeunes musulmans, comment ils s'opposent? Ils s'opposent à partir du tabou. Les tabous alimentaires, les tabous vestimentaires, etc. Donc le grand enjeu, c'est la question du tabou. Et donc Freud repère que ce que refoule la modernité, c'est-à-dire à travers l'existence de l'État-nation, c'est bien la question du tabou. Et quel est l'enjeu central de l'inconscient? Et je crois qu'en effet, on pourrait, là, aujourd'hui, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que le refoulement du tabou ne se fait pas dans une génération. Ça se fait sur plusieurs générations. Et on voit bien que pour des jeunes migrants musulmans, si leurs parents, par exemple, ont essayé d'être des laïcs, eh bien, pour eux, le problème n'est pas réglé. On a tout à coup une éruption du tabou religieux d'une manière incompréhensible. Combien de parents sont venus voir, mais disent, mais moi je suis laïque, ma femme est laïque, nous ne croyons pas, et tout à coup, notre fille se met à se voiler. Ou bien, c'est cette irruption, donc, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire et qui témoigne d'une certaine manière d'un échec de ce refoulement du tabou. Bon, ça c'est le point sur lequel je crois que là, alors, je vais revenir sur un point, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui justement de la réémergence de tous ces mouvements religieux? C'est que quelque chose s'est passé dans le monde contemporain avec les États. Et je vais proposer une définition. Si la radicalisation existe, c'est parce que le monde que nous avons hérité de la Deuxième Guerre mondiale, le monde sécuritaire, le monde des États-nations très puissantes, etc., eh bien, ces États-nations ne peuvent plus assurer ça. Quelque chose est venu perturber tout leur système de sécurité, tout leur système d'identification, et ce qui vient le perturber, c'est ce qu'on appelle radicalisation. Et c'est pour ça que la radicalisation est un terme qui est devenu mondial. Qu'est-ce qui est venu perturber? On peut parler de l'économie, on peut parler d'Internet. Internet déjoue tout ce qui peut être, tous les systèmes de sécurité qu'on peut imaginer. Comment aujourd'hui contrôler? Les États ont de la peine à contrôler des frontières aujourd'hui. Donc la radicalisation, c'est le fait que quelque chose, et c'est ça qui le fait exister partout dans le monde, quelque chose échappe aux États-nations de leur organisation de sécurité telle qu'on l'a connue jusqu'à là. Et c'est pour cette raison, finalement, ce qui lui échappe à la fois en termes de sécurité, mais en termes de retour de ce qui a été précisément maintenu, refoulé du côté du tabou, au sens vraiment psychanalytique du terme, et la religion est fondée sur le tabou.
c'est pas des, les lois ne sont pas comme ça. C'est des tabous d'abord, avant tout. Et le sujet humain n'a pas accès à la loi, comme on dit. Il a d'abord accès à des tabous. Hein, bon. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, il ne faut pas que je sois trop long. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre recherche, votre travail, c'est ce que vous amenez du côté des utopiques. Parce que les utopiques signalent l'importance très grande de la problématique de l'idéal et des idéaux, parce que c'est ça l'utopie quand même, dans la radicalisation, en tout cas de ce que nous voyons nous dans la clinique, et de ce que vous avez appelé l'effondrement. C'est-à-dire que lorsque nous avons fait beaucoup de journées avec des exposés cliniques, et nous repérons la régularité avec laquelle, à un moment donné, il y a soit en effet un moment d'effondrement pour le sujet et que cet effondrement, il ne parvient pas à lui trouver une solution dans les moyens de ce que lui offre, je dirais, notre organisation laïque dans la société, il est obligé d'aller récupérer un idéal, un Dieu pour le sauver. Il y a des cas. Une des fois, par exemple, on discutait avec des magistrats, on a travaillé sur des dossiers avec comme vous, avec des magistrats. Vous avez un cas, un jeune, il a eu son bac, il allait être un athlète de renommée internationale. Mais ils me disent, mais on ne comprend pas pourquoi tout à coup il a voulu aller se battre en Irak. On regarde, on fouille dans le dossier, et ce moment où il va se radicaliser, et plus que cela, eh bien c'est le moment où il s'est blessé, et tout ce qu'il a construit autour de l'idée de devenir un athlète, un grand athlète, s'est effondré. C'est au même moment. Et vous avez des cas, mais comme ça, mais je veux dire des dizaines où nous repérons donc ce moment d'effondrement qui permet au sujet, pour s'en sortir, d'aller chercher justement ce que nous appelons la radicalisation. Et donc c'est très important, ce que vous objectivez à travers votre étude autour des utopistes, j'allais dire, est confirmé par la clinique. Voilà. Ce sont les deux points. Bon, le traumatisme de l'insertion, mais bien sûr. Et je dirais que nous voyons bien dans les petites expériences que nous avons eues avec des radicalisés, le prix qu'ils doivent payer en termes de traumatisme pour sortir de là. Et j'ajouterais que je pense que nous voyons le traumatisme trop souvent sous un angle négatif, mais il y a aussi une positivité du traumatisme, c'est-à-dire il y a des traumatismes qui nous font grandir, qui nous font passer à autre chose, qui nous font... je vais dire quelque chose peut-être qui va... Mais on a des exemples. Le traumatisme de la prison a permis à beaucoup, selon leurs témoignages, de sortir de la folie du terrorisme. On a des cas vraiment qui sont, je veux dire, décrits. Donc, la question du traumatisme, en effet, il faut qu'on l'inscrit dans l'horizon du travail de ce que nous pouvons faire avec des jeunes qui peuvent devenir des tueurs, pas nécessairement, mais qu'à un moment donné, ils sont perdus. Et ils peuvent être perdus pour leur communauté, la communauté humaine dans laquelle ils vivent. Voilà.